Qui est ton putain de client, Jean-Luc? Et les 11 éléments qui m'ont permis d'atteindre un premier palier de liberté financière. Voilà les deux thématiques phares de ce nouveau podcast. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous! Bienvenue dans Destination 64. Dans Destination 64, je fais le récit sans censure ni tabou de mon odyssée vers l'objectif le plus ambitieux de ma carrière, réunir 64 personnes dans mon club privé, le Mastermind, le Cercle Stellaire. Et voilà, réunir ces personnes pour qu'on puisse ensemble créer une synergie extrêmement puissante, un Saint-Germain-des-Prés de tous ceux qui ont un talent fort, un message fort, quelque chose à offrir au monde et qui jusqu'à présent sont restés très discrets et veulent enfin sortir du bois, s'autoriser à être vus et à transmettre ce qu'ils ont de précieux en eux. Donc voilà, on est parti pour un nouvel épisode. Cette semaine a été marquée vraiment par un coaching avec Clérane Leroudier, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai encore puisque on a une espèce de deal, une espèce d'accord où elle m'a dit « Ok, je t'amène à cet objectif-là, je t'aide, je te lâche pas. » Et c'est quelqu'un qui, par le passé, a déjà fait ça pour d'autres personnes. Donc voilà, puis il y a une sorte d'alliance comme ça. Moi, je crois beaucoup aux synergies, je crois beaucoup aux alliances, je crois beaucoup qu'on ne fait rien tout seul. On fait les choses parce qu'on fédère des forces, des énergies, que ce soit des forces et des énergies en nous-mêmes, autour de nous-mêmes, etc. Mais je pense qu'il y a une manière de nourrir une vision, de nourrir un objectif, une destination qui fait que ça commence à devenir magnétique et ça commence petit à petit à attirer, fédérer des énergies, toutes sortes d'énergies. Et Clérane fait partie des personnes qui, quelque part, apparaissent sur ma quête du héros, d'aller atteindre cet objectif. Et Clérane apparaît, elle me dit « Allez, je suis all-in avec toi, on y va ». Et les temps que j'ai eus jusqu'à présent avec elle ne font que démontrer cela. Donc c'est cool, je suis vraiment content de pouvoir cheminer et aussi de me dire c'est pas juste mon histoire de moi tout seul en mode Rocky ou en mode Rambo, quoi. C'est vraiment une histoire de oui, bien sûr, j'assume l'ambition et l'objectif que je me suis fixé. Oui, bien sûr, en fait, il n'y a que moi qui suis responsable parce que je me lève avec et je me couche avec. Oui, personne ne va le faire à ma place. Oui, personne ne va venir me sauver. Mais sur ce chemin, il y a des rencontres, il y a des aides. Il y a toutes sortes d'aventures et c'est cool, c'est cool. Donc c'était un point fort de cette semaine parce qu'en fait on a fait un coaching qui a duré 1 heure à peu près et où en fait j'ai pris des notes. Ça allait trop vite, j'ai pris des notes dans tous les sens. C'est une catastrophe. Enfin, je te montre un juste, mais enfin, voilà, c'est juste voilà, il faut que je remette de l'ordre dans tout ça. Et où en fait le thème principal de ce coaching c'était mais à qui tu t'adresses, Jean-Luc, enfin? Genre, à qui tu parles? Je comprends pas ton truc. Je sais pas à qui ça s'adresse. Je sais pas ça sert à quoi. Bref, elle m'a poussé dans les retranchements. Parce que, ouais, il y a l'adage, certainement que tu connais, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Et c'est vrai que ce qu'elle m'a poussé à aller chercher, c'est ce que je fais avec mes clients. Mais c'est difficile de le faire pour soi-même parce qu'il y a une dimension émotionnelle en fait, en réalité, dans le lien qu'on va tisser avec notre client, ce que j'appelle le client pulsant. C'est vraiment une alliance, c'est vraiment une relation. Puis on a tendance, enfin moi je vois que beaucoup d'entrepreneurs débutants ont tendance à se maintenir à distance de leurs clients. Ils n'osent pas créer une vraie relation, ils n'osent pas prendre une vraie place, ils n'osent pas dire hey, si tu es comme ça, je suis là pour toi, et que ce soit comme une sorte de contrat scellé d'un côté. Après, la personne prend ou ne prend pas. Mais nous, on est déjà posé, on est déjà dans une proposition claire, on est déjà prêt à la recevoir si elle dit oui. Et en fait, cette posture-là, en fait, c'est difficile de la voir si on ne sait pas à qui on s'adresse ou si c'est flou. Et dans mon cas, le cercle stellaire, c'était assez flou à certains endroits parce que c'est pas du marketing pour moi. Je suis pas parti comme la démarche entrepreneuriale qui est j'ai identifié un besoin, du coup je crée un produit pour répondre à ce besoin, ou j'ai identifié un problème, du coup je crée une entreprise pour résoudre ce problème, ou en fait il y a déjà de l'énergie chez les gens, il n'y a plus qu'à mettre le truc devant leurs yeux puis ils le prennent. Là c'était vraiment comme une espèce de vision que j'avais, comme un appel intérieur de dire allez, ce serait vraiment génial de réunir des gens qui ont vraiment quelque chose de puissant à livrer au monde et de leur permettre de se soutenir, de s'enrichir, de se renforcer les uns les autres.
C'était ma vision. Ma vision, c'était de faire le Saint-Germain-des-Prés, la Silicon Valley, c'est de créer une culture, un écosystème duquel sortiraient des individus complètement waouh et incroyables et de pouvoir être, voilà, de pouvoir être simplement là en me disant, je pense que c'est un peu la satisfaction qu'a Nagui avec Taratata, quoi, de se dire, ouais, j'ai juste eu l'idée d'une émission. Sans les artistes qui viennent remplir cette émission, ben il n'y a pas d'émission, donc en fait il n'y a rien quoi. Mais quand même, cet artiste-là, il aurait jamais chanté avec cet artiste-là si j'avais pas créé cette émission. Et juste de regarder et de se dire, hey, ça n'aurait jamais existé si j'avais pas cru dans ce projet. Et il y a eu des duos dans Taratata qui sont juste oufissimes, avec des stars américaines, des stars françaises, enfin, un truc qui n'aurait jamais existé en temps normal, quoi. Donc, je me sens un peu comme ça. J'ai envie de créer cette. Enfin, c'est pas j'ai envie, c'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est juste que je pressens ce que ça va devenir et je travaille dans cette direction-là. Donc, c'est une démarche qui est finalement pas très entrepreneuriale, quoi. C'est une démarche plutôt du mec. C'est plutôt une démarche artistique qu'une démarche entrepreneuriale, je me rends compte. Et ça, c'est aussi un des trucs cette semaine. J'ai fait la paix avec ça. Je me suis dit, ok, t'es fondamentalement un artiste. Euh, quand tu avais, quand tu avais 13 ans, tu as découvert ton premier clavier, tu as commencé à écrire tes premières chansons, tu as gagné une émission de télé de télécrochet pour chanteur en Belgique, tu avais 17 ans, tu as fait une comédie musicale, tu avais le premier rôle, tu avais 19 ans. Euh, et puis après, derrière, tu as signé, t'as signé chez l'éditrice qui avait signé Obispo pour placer des chansons chez différents chanteurs. Bref, t'as un parcours artistique et la vie a toujours récompensé tes efforts dans l'artistique. Pas suffisamment financièrement, mais quand même, il y a toujours eu cette démarche chez toi. Elle me dit, mais en fait, c'est quoi, fuck, je vais arrêter de penser que l'entrepreneuriat, c'est une chose bien précise. Je vais arrêter de regarder ceux que je trouve pertinents dans l'entrepreneuriat, de me dire, je dois être comme eux. Non, non, je dois prendre ce qu'il y a chez eux, puis le tester, l'essayer, l'intégrer et tracer mon propre chemin. Et moi, j'ai vraiment une façon de faire l'entrepreneuriat qui est plutôt artistique. Et j'ai décidé de l'assumer pleinement, en fait. Le cercle stellaire, c'est à chaque fois que je travaille sur le cercle stellaire, j'ai plutôt l'impression d'être un peintre qui met un coup de pinceau sur sa toile qu'un businessman qui génère du cash, du chiffre d'affaires et qui essaie de bâtir un empire, quoi. Et ce que j'ai envie derrière, à la fin de tout ça, c'est qu'il y ait comme la résonance d'une œuvre d'art qui fasse que quand les gens poseront leur regard sur le parcours ou les choses que j'aurais posées dans la matière, ils seront en relation avec une démarche artistique et pas une démarche entrepreneuriale, mais une démarche artistique ancrée, posée dans le sol, qui tienne compte des réalités et qui utilise tous les systèmes pour transmettre vraiment ma vision en fait aujourd'hui. Et je disais ça parce que finalement, ben oui, le cercle stellaire, c'est un peu une démarche artistique. Donc j'ai une espèce d'idée, je mets le premier coup de pinceau, puis le deuxième, puis le troisième, et les gens comprennent rien à ce que je suis en train de faire. Je le vois bien quand même, les gens qui me sont proches et tout. Je vois que de temps en temps, ils me regardent, ils font, je comprends pas ton truc. Je vois bien la valeur que tu apportes, etc. C'est pas du vent, quoi. Évidemment, quand je coach, j'accompagne, c'est bâti sur des années d'expertise en marketing digital, en copywriting. J'ai accompagné plus de 650 entrepreneurs. Donc, voilà, j'ai créé un protocole d'auto-coaching. Ça repose pas sur rien, ça repose sur un patchwork de choses. Mais c'est pas suffisamment clair, en tout cas c'est ça qu'elle me renvoyait, c'est pas suffisamment clair à qui tu t'adresses et qu'est-ce que tu fais avec ces gens. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez toi? C'est quoi la promesse, quoi le bénéfice? J'arrête pas de tanner mes clients avec ça. Et moi, j'ai un truc en fait. Alors oui, on n'est pas au point zéro, mais c'est pas abouti. Et quand même, ce qui est fou, c'est que elle est arrivée à m'aider à clarifier. Et pour la première fois, j'ai touché ce qu'on appelle vulgairement un avatar client, ce que moi j'appelle un client pulsant, mais je l'ai touché émotionnellement. C'est-à-dire que quand on a nommé les caractéristiques du membre du cercle stellaire, j'ai senti vraiment qu'à l'intérieur de moi, mon énergie se mobilisait. J'ai senti que ce sont des gens pour qui je ferai les choses gratuitement, tellement je veux que ces gens-là brillent, soient vus, expansent, grandissent en influence, grandissent en impact, grandissent en résultat. Et c'est pas tout le monde en fait. Ce sont des gens vraiment, vraiment spécifiques. Et elle m'a vraiment permis de mettre le doigt dessus. Et ces gens, quand je regarde mon parcours, c'est des gens que j'ai toujours eu l'élan d'aider, naturellement.
sans que ce soit corrélé ou relié à la nécessité de générer des ventes, de générer du cash parce qu'on est entrepreneur, parce qu'il faut payer les factures, parce que tout ça. Et bien sûr, il y a une dimension stratégique chez moi et je m'en cache pas. Mais là, il y a vraiment un truc, on a touché un point d'énergie très fort. Et l'histoire de ces personnes-là, elle ressemble un petit peu à la mienne. C'est l'histoire de personnes qui ont quelque chose de très fort en elles. Elles ont un vrai talent. Elles ont, comment dire, une vraie destinée. Il y a quelque chose vraiment très puissant en elles. Mais à un moment donné, elles ont regardé autour d'elles et elles se sont dit, elles ont vu des modèles négatifs, des gens qui abusaient de cette puissance, des gens qui abusaient de leur talent, des gens qui abusaient de cette force. Et ils ont renoncé, ils se sont dit, tu sais quoi, moi j'ai pas envie de jouer à ça. Parce qu'il y avait quelque chose de pur en eux, qu'ils aimaient profondément et qu'ils ne voulaient pas trahir. Et ils sont tombés de l'autre côté, c'est-à-dire ils se sont dit, tu sais quoi, si c'est pour faire ça, ce sera sans moi. Et bien souvent, ce sont des personnes qui soit n'ont jamais vraiment, ne se sont pas mis en route euh, vers leur création, leur élan, leur entreprise, leur transmission, leur message, leur contribution, leur service, tout ça. Mais ce sont des personnes, soit qui ne se sont pas mis en route, et en général, ça, c'est des personnes qui me rejoignent plutôt, qui rejoignent plutôt mes contenus, je dirais, gratuits, qui suivent ça de loin, ou bien elles ont fait un pas dedans, mais un peu parce que c'est une question de vie ou de survie, parce que ça n'allait plus, parce que marre du salariat, parce que la vie qui a plus de sens, parce que burn-out, parce que des choses qu'à un moment disent, allez, ça suffit maintenant, c'est pas par là. Et donc elles ont décidé de se dire, foutu pour foutu, je vais prendre une route qui fait sens pour moi. Ces personnes-là, elles ont déjà commencé à être en route, elles ont déjà commencé à avoir des résultats, mais c'est compliqué parce que ça part d'un endroit où elles se sont pas complètement autorisées, elles se sont juste arrachées à quelque chose qui ne convenait plus. Mais il n'y a pas une pleine autorisation qui est posée à cet endroit-là. Et ça, c'est des personnes que j'accompagne dans l'incubateur Business Bénédiction. Et puis, il y a des personnes qui vraiment étaient fortes, quoi. Tu sais, étaient vraiment, vraiment fortes. Et elles sont juste un peu discrètes. Un peu trop discrètes. Quand j'en croise une, j'ai envie de la secouer et de lui dire: oh, t'as vu la gueule du monde? Va bosser. Et oh, t'as vu ce que t'es capable d'offrir? Tu peux pas rester là. Tu peux pas continuer à toucher si peu de gens. Tu peux pas continuer à impacter si peu de vies. Et ces gens-là, ils sentent en eux à un moment donné que c'est le moment. Ils sentent que c'est le moment, que ils sont pas à 100%, ils jouent pas à plein cœur et plein poumon, et ça commence à leur peser. Ils commencent à avoir une ambition ou à avoir quelque chose qui brûle au fond d'eux. Ils se disent, ou alors ils ont cette petite peur de se dire, merde, putain, je risque de passer à côté de ma vie ou d'une partie de ma vie. Je suis pas tout à fait à ma place. J'ai pas tout à fait les résultats qui me ressemblent. J'ai pas tout à fait la notoriété ou l'impact ou le rayonnement ou l'influence que je devrais avoir. Et je le sais au fond de moi. Je sais que je suis plus grand que ça. Je sais que je suis plus puissant que ça. Je sais que j'ai plus à offrir que ça. Enfin voilà, toutes des choses en fait qui vivent à l'intérieur. Et ces gens-là, je suis prêt à me battre pour eux. Ces gens-là, je suis prêt à me battre pour eux parce qu'ils ont au fond d'eux quelque chose qui me touche, qui est de l'ordre de la pureté, qui est de l'ordre d'une forme d'authenticité, qui est de l'ordre de je veux pas salir quelque chose de pur juste pour du pognon. Je veux pas trahir quelque chose de pur juste pour de la réussite, juste pour de la gueule, juste pour en être le bénéficiaire et que ça s'arrête là. Je veux le faire pour une vraie raison. Et bien souvent, on a besoin à cet endroit-là de quelqu'un qui vient nous aider à accoucher de cette nouvelle étape. Et c'est là où je suis heureux d'apparaître dans leur vie parce que j'ai vraiment une sorte de fonction de sage-femme, d'accoucheur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez moi qui aime profondément qui ils portent en eux en devenir et qui tend son regard, son cœur à comment je facilite, comment je réveille, comment j'active pour qu'ils accouchent réellement pleinement de qui ils sont et puissent être les soleils que je vois qu'ils sont, mais que ce soit vraiment dans le monde et que je sache que ça va pouvoir toucher et profiter à de nombreuses vies parce que je vois depuis que je suis tout petit la souffrance qu'il y a autour de moi et je vois la souffrance de mes contemporains, qu'elle soit morale, psychique, physique, à tous les niveaux. Et on vit dans un monde extrêmement violent où la base, c'est pas prendre soin les uns des autres. La base, c'est survivre. Et,
Et je sais que c'est une souffrance pour tout le monde, ça. Je crois que c'est une souffrance pour tout le monde. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour les gens qui ont cette sensibilité-là. Et je vois d'un côté qu'il y a une souffrance et je vois de l'autre côté il y a un remède. Alors j'ai envie d'aller chercher le remède que sont ces personnes-là et faire en sorte que, boum, elles apparaissent dans la vie, dans le monde, pour justement que les gens qui sont en souffrance aujourd'hui puissent recevoir de ces personnes-là une forme de soutien, une forme d'espoir, une forme de nourriture. Bah, tu le sens, ça m'allume, quoi. Ça me fait vibrer. Je pourrais me lever le matin à 6 heures du matin et me coucher le soir à minuit pour faire ça tous les jours. Parce que ça fait vraiment sens. Et le fait que j'ai vraiment identifié les personnes avec qui je voulais le faire, c'est comme si maintenant, je me sentais prêt à dire « Hey », à aller les chercher, à aller leur parler, à aller les appeler, quoi. Et je pense qu'il y a des chances qu'elles se reconnaissent mieux et que du coup, ça facilite l'accès à, à ce cercle. Donc ça, c'était vraiment la plus grosse percée de la semaine. J'ai plein de questions que je dois solutionner, quoi. C'est quoi la promesse du cercle? Tu vois, on a identifié certains trucs. Sortir du lot. Puis elle m'a posé plein de questions. Ok, mais comment ça va m'améliorer? Comment ça va me permettre de m'élever d'un à 10 crans? Quel est le style de vie que tu m'apportes? Qui je suis en passant par toi? Qui je deviens en passant par toi? C'est juste... il y a plein de questions auxquelles je dois penser ou je dois vraiment prendre le temps de répondre en profondeur. Ouais, on avait amené ce point-là. Je sais pas si je l'utiliserai en com, mais j'aime bien l'idée. En gros, moi, je suis là pour distiller un peu de mégalomanie, là où il serait bon qu'il y en ait un peu plus. Parce que je vois que de toute façon, il y a de la mégalomanie partout. Et l'idée pour moi, ouais, c'est de donner un peu de mégalomanie à des personnes qui ont un truc à apporter, qui peut être vraiment là pour honorer la terre, honorer l'humain. Amener vraiment du succès inouï pour honorer la terre et honorer l'humain. Ça me parle, quoi. Ouais, c'est ça, ce sont des personnes qui ont renoncé parce que le business n'a pas voulu d'eux, parce que la société n'a pas voulu d'eux, parce que leur vision faisait que bah, ils rentraient pas dans les cases, ils rentraient pas dans les normes, et que du coup, ouais, c'est cet artiste en fait qui fait des castings, et en fait personne veut de lui parce qu'on sait pas où le mettre. On peut pas le mettre à la Nouvelle Star, on peut pas le mettre à The Voice, on peut pas le mettre dans une comédie musicale, on peut pas le mettre. Et du coup, on sait pas trop où le mettre parce que bah ok, mais on sait pas comment créer le boost sur ta carrière pour que tu sois rentable. En fait, en gros, c'est ça que cherchent les producteurs. Et donc cet artiste-là, il peut soit dire fuck off, rien à foutre, j'y vais. Et il y va, 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 il y va. Et certains d'entre eux, parce que c'est toujours le biais du survivant, il y en a certains qui réussissent, puis il y en a beaucoup qui, euh, qui sur ce chemin-là, abandonnent, renoncent. Et je peux comprendre ça, et je peux entendre ça. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on a renoncé à un moment donné qu'on peut pas repartir et qu'on peut pas se donner une nouvelle chance. Et parfois, on fait un marathon et on est en pleine forme. Parfois, on fait un marathon et on peine. Mais l'important, c'est d'aller à la ligne d'arrivée. C'est d'aller au bout de son chemin. C'est de se dire, hey, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et je crois que c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de sortir de cet espace dans lequel on sait qu'on n'est pas en train de jouer notre partie. On sait qu'on n'est pas en train de vraiment tout donner. Ça, c'est... Je crois que ça nous heurte à un endroit. Parce qu'il y a un endroit où on sait à quel point ce qu'on porte en nous est grand et pourrait être utile. Et quand on n'est pas en train de faire ça pour des raisons de confort personnel, on le sait aussi, quoi. Donc c'est voilà, c'est réinsuffler du courage, offrir une dernière danse à des artistes du business, à des artistes de, du service, à des artistes déguisés en entrepreneurs, quoi. Voilà en gros. Hein. Voilà en gros la plus grosse percée que j'ai fait. Je sais que ça va se répercuter dans ma communication. Je vais devoir faire une repasse sur ma page de vente. Et oui, il n'y aura pas le choix. Je pense que ça va bouger les lignes aussi du nouveau site que je vais sortir d'ici quelques temps là, sur lequel je suis en train de travailler pour reposer encore plus finement, encore plus précisément
Mon image, je la travaille beaucoup depuis 1 an et demi parce que j'ai compris à quel point c'était important, cette image, parce que c'est celle-là aussi qui va induire ou empêcher un certain nombre de possibilités, une certaine visibilité auprès d'un certain nombre de personnes. Puis j'ai entamé ce chemin, cette longue traversée du désert, de d'essayer de bâtir un autre socle à partir duquel je vais pouvoir opérer. Et donc je suis encore continuellement en train de travailler là-dessus, parce que je crois à l'intérieur de moi que j'ai quelque chose de fort à apporter. Je dois faire le job. Je dois faire le job de ça. De travailler aussi à l'interface avec laquelle je communique au niveau du monde et pas seulement espérer que quelqu'un, dans le grand bazar que je suis, finisse par trouver la perle qui se planque quelque part au milieu, quoi. C'est mon travail d'ouvrir le champ pour que la perle puisse être donnée à ceux qui peuvent la recevoir et pas juste ceux qui sont et pas le tout petit pourcentage parmi eux qui est juste qui a le syndrome du Sherlock Holmes, tu vois. Ok, bon, ben voilà, ça c'était la première chose. La deuxième, c'est un truc qui est fou parce que il y a quelques années de cela, j'étais vraiment dans une situation très compliquée. Je devais tripler mon chiffre d'affaires pour maintenir un toit au-dessus de ma famille. On était à quelques mois des huissiers et d'être dans une situation dans laquelle j'allais devoir, enfin, ma maison allait entrer en vente forcée, on allait devoir rebondir et peut-être vivre chez la belle-mère, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais aller vivre chez la belle-mère à l'époque, quand on a été entrepreneur pendant 7 ou 8 ans, je crois, 7 ans, 7 ans entrepreneur, à se battre comme un fou pour se retrouver à crécher chez la belle-mère avec sa femme et sa fille. C'est un peu complexe comme perspective. Et ça a été vraiment un déclencheur chez moi, ça. Depuis, ça m'a vraiment comme obligé à réussir. Là où avant j'en avais la capacité, là j'en avais l'obligation. Et j'ai commencé à mettre en place une série de choses au quotidien. Je suis en train de lire le livre, je ne sais plus le titre en français, c'est Atomic Habits de James Clear, j'espère que ce sera un film un jour d'ailleurs, qui est un livre absolument extraordinaire. Il y a la version française qui est sortie, que je suis en train de lire, et qui me conforte vraiment dans ce sens de... On n'a pas la main sur le fait d'atteindre des grands objectifs, mais on a la main sur 1% de plus dans plein d'endroits de notre entreprise et de notre vie personnelle pour aller chercher l'effet cumulé des 1% que je vais chercher partout, plutôt que d'essayer de faire un 100% quelque part. Et j'adore cette mentalité. Et je me suis rendu compte que sans connaître ce principe-là, j'ai commencé à mettre en place des petits éléments de discipline à ce moment-là qui m'ont permis en 3 ans et demi de passer de surendetté à petit rentier, c'est-à-dire que j'avais réussi à me créer un revenu passif qui supportait mes besoins vitaux de base pour payer les factures de base et survivre, quoi. Et à côté de ça, j'avais encore une autre entreprise dans laquelle je prestais, mon entreprise de coaching, de mentoring, d'accompagnement d'entrepreneurs, de formateurs, etc. Et j'ai mis en place ces 11 éléments et puis il s'est avéré qu'avec le temps, pour une raison que j'ignore, mais en tout cas ça s'est mis comme ça, j'ai commencé à ne plus faire ces choses-là. Alors, c'est ça qui est traître avec les habitudes, c'est quand on les désinstalle, c'est pas du jour au lendemain qu'il y a un truc qui va pas. Parce que si du jour au lendemain il y avait un truc qui va pas, on ferait ouh là, oh, il faut que je le remette en place. C'est insidieux, c'est lent et on s'en aperçoit pas. Mais petit à petit, l'énergie a commencé à baisser, les résultats ont commencé à stagner et puis à baisser, jusqu'au moment où j'ai eu un sentiment d'alerte à l'intérieur de moi et j'ai commencé à remettre certaines choses en place. Et depuis que je les ai remises en place, j'observe que mon énergie a changé, j'observe que euh, les, la capacité de travail a changé, j'observe que les idées sont plus claires, j'observe que beaucoup de choses ont déjà évolué et continuent d'évoluer. Donc, je voulais te partager ces 11 éléments-là auxquels je pense, qui ont eu un impact positif, puis parce que je ne les faisais plus négatifs, puis depuis que je les refais positifs.
Voilà, peut-être que ça pourra t'aider, toi aussi, à regarder, tiens, ah ouais, je pourrais rajouter ça dans mes habitudes. L'idée ici, en fait, ce sont des petites choses que l'on fait tous les jours, mais qui, cumulées à jour le jour, jour le jour, jour le jour, finissent par avoir des résultats complètement effarants sur le temps. Pas sur 3 jours, mais sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis, ça amène aussi une forme de satisfaction de se dire, je suis en train de faire ce qu'il faut. J'ai pas les moyens de trouver la baguette magique qui va me permettre de me télétransporter directement à l'objectif, mais je suis en train de faire ce qu'il faut, ce que je sais pouvoir faire dans la direction de. Et Destination 64, c'est vraiment ça. Je te partage mes prises de conscience, mes rencontres, les éléments que je change. Euh, Aussi pour laisser comme une sorte de témoignage de je pars de quelque part, je vise quelque chose que j'ai jamais atteint, qui est très en dehors en fait de ce que je suis capable de faire au début où je commence Destination 64. Et d'ailleurs, mon énergie, je vois de podcast en podcast, elle commence à évoluer aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose voilà, qui change, qui évolue. Et c'est ce récit-là, en fait, que j'ai envie de faire aussi pour que tu puisses, toi aussi, eh bien, peut-être aller chercher des choses dans ce que j'ai mis en place et te dire, bah voilà, je vois qui fait ça et je vois l'évolution. Si moi, je mets ça en place, je veux aussi avoir une évolution. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves et l'endroit où tu vas, eh bien, j'espère en tout cas que ça puisse être des breakthroughs pour toi. On y va. La première chose qui m'a aidé à atteindre cette première indépendance financière, c'est me lever tôt. À cette époque-là, j'ai commencé par me lever à 7 heures, ce qui était déjà un énorme effort. Puis je suis descendu à 6 heures. Puis je suis arrivé à 5 heures. Et à un moment donné, j'ai même été tutoyé le 4 heures, mais pas très longtemps. Je me levais à 5 heures. Et en fait, je me levais à 5 heures parce que j'avais une vie de famille. Et parce que si je me levais pas à 5 heures pour faire ma routine matinale et avoir un premier temps de travail au calme dans la maison, eh bien je me levais à 8 heures, enfin plutôt à 7h, 7h40, voilà, par là, avec ma fille qui faisait pas mal de bruit à l'époque. C'était un peu agité à la maison, donc il y avait beaucoup de tensions. Donc je me levais à 7h40, la première chose que je prenais dans la figure, c'était les tensions, très dur à gérer. Puis après derrière, il fallait aller conduire la petite à l'école. Puis je revenais. Il était 8h30 quoi. Et à 8h30, je devais commencer à travailler. Mais pas dans les bonnes conditions, pas dans la bonne énergie, en ayant déjà eu du stress. Bon, ça faisait pas la même journée que quand je me levais à 5 heures. Je faisais ma routine matinale. J'avais à peu près 90 minutes de travail au calme, sans un bruit dans la maison, ce qui me permettait d'être très efficient. Et après, boum, je me levais, je prenais le petit déjeuner. C'était meilleur pour ma vie de famille et c'était bien meilleur pour mon travail. Et après, quand je revenais à 8h30, j'avais déjà 1h30 de job derrière moi. Donc j'avais déjà cette force-là. Donc me lever tôt, ça a été un premier truc en fait qui a vraiment changé. J'ai recommencé à faire ça aujourd'hui. Je me lève à 6h, ouais, 6h45. Mais j'ai dans l'intention de réinstaller un lever plus tôt. C'est juste que je n'ai pas encore le déclic parce que à cette époque-là, c'était vraiment nécessaire avec la vie de famille que j'avais. Aujourd'hui, c'est plus la même configuration, donc j'ai plus le même besoin. C'est juste que je sais que ce serait bien que je le fasse, mais c'est plus aussi intense. Donc du coup, j'ai un peu de mal à le mettre en place. Mais je pense que je vais tendre vers ça parce que je crois que je peux vraiment créer le matin un truc de ouf. Et comme j'aime bien, je te raconte tout. En ce moment, je colloque avec Annick, qui est une dame de 75 ans presque. Et j'adore prendre le café avec elle le matin. On se raconte plein d'histoires. On parle de plein de choses. Parfois, voilà, en amitié, on parle de nos vies, mais parfois aussi, on se marre. Et j'aime bien ce petit moment où je prends le café avec elle et tout. Mais c'est sûr que du coup, parfois je m'étale un peu et puis je monte au bureau, il est presque 9 heures. Ouais, donc du coup, je commence ma journée à 9 heures, alors que je pourrais à 9 heures me dire, hey, j'ai déjà derrière moi fait la grosse part de boulot et ce serait peut-être plus efficient. Tu vois, je parle avec toi et je me dis, tiens, ok, je comprends ce que j'aurais comme intérêt à me relever à 5 heures. Ça, c'est la première chose, me lever tôt. Deuxième élément que je faisais, c'était de me faire coacher. C'est-à-dire, j'avais régulièrement des conversations qui, à ce moment-là, en fait, étaient à la fois parfois challengeantes, mais parfois aussi soutenantes, les deux. Parfois, des choses que je ne voyais pas, que j'avais besoin de voir et qui étaient un peu
ouais, qui était un peu dure à encaisser, mais en même temps libératrice. Et puis à d'autres moments, quelque chose qui faisait vraiment du bien, qui donnait vraiment de la force. Et je faisais assez souvent des coachings avec mon ami Serge Evecoz. À chaque fois, je dis Evecoz, mais c'est Eveco. Je sais pas pourquoi je dis ça. Avec Serge Eveco. Et à cette période-là, oui, à cette période-là, j'étais vraiment très souvent en conversation avec lui et très demandeur. Et du coup, ça allait vite. Parce que comme j'étais très disponible, très coachable, eh bien, les éléments chez moi, ils pouvaient être réalignés. Et comme j'avais en face de moi quelqu'un qui avait monté une très grosse boîte, qui avait développé à un moment donné un assez grand parc immobilier et une rente immobilière, enfin voilà, qui était vraiment, qui avait accompli des choses que j'avais pas du tout accomplies, bah en fait sa manière de me coacher était vraiment très pertinente et ça m'avait super aidé à l'époque. J'avais également mon ami Patrick Collignon, avec qui j'avais fait quelques sessions de coaching, où il m'avait bien fait bouger aussi. D'ailleurs, ça me fait penser que je pense que je vais reprendre quelques sessions avec lui, j'y pense, parce que c'est un coach exceptionnel et voilà, qui a des qualités et humaines et techniques et une intelligence hors pair. Enfin bref, c'est pas pour rien qu'il écrit, en marge de ça, il écrit des romans qui sont juste oufissimes. Pour moi, et pour écrire des romans, il faut avoir une intelligence juste enfin, juste, hey, c'est des romans qu'il fait, avec plein de personnages, avec des décors, avec de la recherche, avec des trucs fouillés, avec quand je parle, quand ça se passe, je sais pas, quand ça se passe en haute mer, il sait exactement ce qui se passe sur un bateau. Enfin, quand il fait un roman sur une marée noire et qu'il va le présenter en Bretagne, là, à l'observatoire, je sais plus trop quoi. Les mecs lui tapent dans le dos en disant oh putain merci parce que vraiment on a lu ton bouquin et en fait c'est vraiment très fidèle à ce qui se vit. Bon bah on se dit ok le gars a un gros cerveau et je me faisais souvent coacher et ça c'est vrai qu'à un moment donné j'ai arrêté et là j'ai commencé à reprendre un peu plus notamment avec Cléran dont j'ai déjà parlé, avec Serge aussi un petit peu. Et je me rends compte, là, je suis en train de prendre conscience à quel point c'est important et à quel point j'ai peut-être mis ça de côté. Donc je me le note. Il faut que j'intensifie ce poste-là, même s'il est un peu plus présent aujourd'hui qu'il ne l'a été les mois précédents. Eh, c'était vraiment une chose qui m'a vraiment, vraiment aidé à faire des percées. Donc me lever tôt, me faire coacher, euh, me faire également mentorer. Alors là, je fais la nuance. Mentorer, c'est vraiment recevoir des conseils d'une personne qui a accompli quelque chose que l'on veut accomplir. On peut tout à fait se faire coacher par quelqu'un qui n'a pas accompli ce qu'on veut accomplir, mais par contre se faire mentorer, bon là ça va avec quelqu'un qui connaît le job. Et à l'époque, je me faisais mentorer par Robin Sharma, qui est un coach canadien, un orateur exceptionnel, un formateur, bref, quelqu'un dont je me suis beaucoup inspiré et que voilà, aujourd'hui, dans la manière dont je structure mon activité, dont je fais mes formations, dans la manière dont j'architecture, où j'essaie de mettre de la structure et de l'architecture dans ce que je produis, il est vraiment une source d'inspiration. Et je me faisais mentorer par lui, c'est-à-dire que bah, j'écoutais ses conseils et je les mettais en pratique. Alors, je ne l'avais pas en individuel comme ça, c'était un programme que je suivais, mais c'était vraiment très, très fort aussi ça. Et même chose, je pense que c'est puissant de recevoir des conseils de quelqu'un qui a les résultats qu'on voudrait obtenir. Et là aussi, je me rends compte que ça, là, je pourrais le réinstaller. Parce que j'adore faire des formations, j'adore suivre des cours. Là, je fais une formation avec Guillaume Duluth sur justement sur la psychologie appliquée, sur la communication, sur la posture de coach, sur tout un tas de choses qui vont me permettre d'être un meilleur accompagnant et aussi un meilleur manager, quoi, et un meilleur humain dans la communication. Mais c'est pas typiquement posé sur comment je fais avancer mon activité. Donc, ça me fait penser à ça. J'ai quelques coachings qui traînent avec que je devais normalement avoir avec Martin Latulipe parce que j'avais fait son mastermind, le cercle d'excellence VIP à l'époque. Et on avait les coachings individuels qui étaient sans limite de temps et il me reste quelques-uns. Et c'est vrai que je pourrais peut-être voir dans quelle mesure je pourrais avoir quelques échanges avec lui. Juste ne fût-ce que pour connecter à son énergie, lui soumettre des choses, avoir son avis. Euh, ouais, ça c'est une bonne idée. Donc je continue sur mes points, disons qu'il va être long ce podcast. Euh,
J'assistais à des séminaires aussi, à cette époque-là, des séminaires vraiment spécifiques, ce qui m'a vraiment, vraiment aidé aussi à atteindre ce premier palier d'indépendance financière. J'ai assisté au Personal Mastery Academy et au Titan Summit de Robin Sharma. Et Personal Mastery Academy m'a vraiment permis de comprendre quelles sont les habitudes qui étaient importantes à ancrer dans le quotidien, ancrer dans les semaines pour justement bénéficier de ces effets cumulés, pour vraiment performer, euh, pour vraiment œuvrer, mais vraiment avec intensité, concentration et puissance. Et le Titan Summit m'a juste permis de me retrouver dans une pièce dans laquelle j'étais le mec certainement le plus pauvre, qui faisait le moins d'argent dans la salle, et d'avoir des points de contact avec des gens, de pas bien parler anglais, mais d'être confronté à devoir parler anglais avec des gens qui venaient d'un peu partout dans le monde et qui parlaient pas forcément ultra bien anglais eux non plus. De me retrouver à quelques mètres de Deepak Chopra, dans une salle où on était peut-être 100, 150. Donc petite salle, petit groupe, avec des CEO de très haut niveau, des sportifs de dingue, des gens que tu croises jamais dans la vraie vie et que tu peux sentir, que tu peux voir, qui te racontent leur histoire, qui te partagent des trucs. Et vraiment, vraiment, c'était super, super cool. Et c'était super inspirant. Donc ça aussi, je pense que ça m'a vraiment, vraiment donné de la force. Après, il y a des choses beaucoup plus concrètes, les compléments alimentaires. Compléments alimentaires, c'est juste oufissime entre les phases de vie où je les prends, les phases de vie où je les prends pas, les phases de vie où je suis en dilettante ou les phases de vie où je suis conséquent là-dessus. Juste ça change, quoi. Pour ma part, c'est les compléments alimentaires doTERRA. Je prends, voilà, je prends tout ce qui est micronutriments, donc il y a toutes les vitamines, les minéraux, les omégas. Euh, Également, je prends quelque chose qui régule mon métabolisme parce que nos métabolismes sont bien souvent déréglés et puis ça peut avoir plein plein d'effets. Ça peut avoir des effets sur le fait de prendre du poids, ça peut avoir des effets sur le fait d'avoir comment dire, des fluctuations d'énergie un peu plus fortes. Donc là, je prends un complément là-dessus. Je prends aussi un truc qui permet d'augmenter le niveau de concentration, qui favorise vraiment et je le vois bien là depuis que je le prends un peu régulièrement ces derniers temps. Là, je vois que mon niveau de concentration a augmenté, mon niveau de capacité de travail a augmenté. Et c'est pas parce que je bois un café de plus ou deux cafés de plus, c'est parce que vraiment ce truc-là lisse mon énergie sur la journée. Donc c'est vachement cool. Donc, les compléments alimentaires, c'est vraiment très utile, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, même si on mange bio, même si on mange de très très bons légumes, même si on les cuit d'une très belle manière et tout, malgré tout, il n'y a plus les mêmes nutriments qu'il y avait dans les légumes d'il y a je sais pas quand là. Et, euh, et donc, du coup, on est moins nutrimenté qu'on l'était auparavant. Donc, les compléments alimentaires, ça donne au corps ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Autre chose dont j'ai déjà parlé, c'est faire du sport. Ça, j'ai repris. J'ai été à 4 sessions par semaine, je suis à 5 maintenant. J'adore. J'adore comment ça me fait me sentir. Parfois, ça fait mal un peu. Mais ça, c'est ouf. C'est 20 minutes par jour. Hein, donc, c'est une session d'une demi-heure tous les jours. 5 jours par semaine que je fais. Et c'est juste dingue parce que ok, j'ai ma séance, c'est bon. Après, je peux vaquer à mes occupations. J'ai une activité assez sédentaire, donc du coup, ça me permet d'éviter de devenir, ouais, de prendre trop de poids, de perdre, voilà, et puis simplement d'avoir un corps qui sait plus ce que c'est que d'être en énergie, quoi. Ça change pas mal de choses et ça change aussi dans le regard des autres. J'ai bien vu récemment là, euh, j'ai revu des personnes qui m'avaient plu depuis un certain temps. Et j'ai vu que leur regard sur moi a changé et que leur rapport vis-à-vis de moi a changé aussi. Parce qu'il y a plus d'énergie dans mon corps, il y a plus d'énergie dans ma présence. Et ça fait une différence. Ça fait une différence dans la persuasion, ça fait une différence où les gens, ils vous regardent et puis ils vous placent dans une certaine catégorie d'énergie. Et donc, du coup, ils vous placent dans une forme de hiérarchie. Est-ce que c'est quelqu'un que je vais pouvoir aider? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir m'aider? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de monter? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de chuter? Et en fonction de notre typologie, on va se positionner vis-à-vis de ça. Si on voit que c'est quelqu'un qui est en train de chuter, bah en fait, on va pas vouloir faire du business avec. On va vouloir en prendre soin. Et si on voit que c'est quelqu'un qui est en train de monter, on va se dire wow, 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 je veux profiter de cette montée, on va avoir envie de faire du business avec cette personne-là. Et donc ça, ce sont des énergies différentes et j'ai bien vu que ça change dans l'œil de l'autre aussi. Ça change chez moi, mais ça change dans l'œil de l'autre. Donc le sport, c'est juste ouf. Je pense que ça, c'est un truc, j'espère que ce cerveau va s'en souvenir et va se dire non, non, jamais on arrête le sport. Jamais on arrête le sport. Maintenant, c'est jusqu'au bout. On s'entretient et ça fait du bien. Également, un truc, c'est une pratique, la pratique du Kriya Yoga telle qu'elle m'a été transmise par Serge Eveco, qui est une pratique mystique de méditation avec
des éléments de visualisation, un mantra spécial. Bref, c'est quelque chose d'assez complet. Et c'était quelque chose que je faisais énormément et qui m'a vraiment soutenu. Et là aussi, je peux vraiment en attester parce que à un moment donné, j'ai levé le pied sur cette pratique et là, je l'ai reprise de manière très assidue ces derniers temps et je vois la différence dans... Chez moi, ça se traduit tout de suite par moins d'agitation émotionnelle, donc plus de stabilité émotionnelle. Ça se traduit par plus de joie de vivre, ça se traduit par plus d'énergie globalement, et ça se traduit par plus de paix aussi, plus de tranquillité. Et ça, c'est juste ouf parce que quand on commence chaque journée avec un peu plus de paix, un peu plus de joie et un peu plus d'énergie, bah oui, une journée plus une journée plus une journée, on en reparle dans 6 mois quoi. Donc la pratique du Kriya Yoga, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose. Petit cerveau, souviens-toi de ne plus jamais arrêter cette pratique. Ça te fait du bien, ça te fait tellement de bien. Maintenant que tu en as la preuve absolue et réfutable, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît? Euh, Également aussi, ce que j'ai fait à cette époque-là, c'est certaines démarches thérapeutiques dans lesquelles je travaillais avec des personnes pour aller retirer des poids, aller retirer des freins, aller travailler sur des espaces plus inconscients euh, pour ouais, transmuter certains plombs en or. Et ouais, donc j'ai fait quelques sessions de thérapie. Alors, plutôt énergétique, plutôt des trucs spéciaux. Parce que j'aime bien aussi explorer voilà, comment je peux dire, des démarches qui sont un petit peu différentes, des démarches classiques traditionnelles que j'adore aussi. Quand je fais, voilà, quand je fais une séance de coaching avec Patrick, c'est juste ouf, quoi, parce qu'il utilise des outils qui ont scientifiquement fait leurs preuves, qui sont vraiment robustes, mais en même temps aussi, lui, il a cette sensibilité, cette intuitivité qui fait qu'il va utiliser tel outil plutôt que tel outil, il va poser telle question plutôt que telle question, il va avoir la façon de la poser. Donc tout ça, évidemment, est quelque chose d'autre quoi, qui passe. Mais ouais, des démarches un peu différentes. Ce que je faisais aussi systématiquement, que j'ai recommencé à faire et qui m'inspire beaucoup, c'est que je lisais systématiquement tous les jours. J'avais une demi-heure de lecture tous les jours, que souvent je répartissais entre... J'avais un livre business, un livre spiritualité. Donc voilà, c'est vraiment lire sur le business. Aujourd'hui, vraiment, mes sujets, c'est le leadership, l'influence, comment être inspirant, euh, des sujets plus méta au niveau du business, comment quelque part tisser, comment bien communiquer. Parce que finalement, aujourd'hui, je sors de plus en plus de l'attitude de je suis un bon prestataire pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et donc, du coup, c'est moi qui le fais. Pour rentrer dans mon travail, c'est de plus en plus d'avoir une vision, de nourrir cette vision et de la communiquer, de fédérer les gens et qu'on fasse quelque chose ensemble qui va juste être grand et ouf. Et donc j'ai envie de développer ça parce que c'est ça qui me parle le plus. Donc je continue d'être passionné par le marketing, par voilà. Donc ça c'est une petite passion. Et puis j'ai évidemment des ouvrages plus spirituels. Donc lire des livres business, de leadership, d'influence et inspirants, ça c'est quelque chose que j'ai fait énormément à cette époque-là, que j'ai arrêté de faire à un moment donné, que je suis en train de reprendre. Là j'ai l'almanach de Naval Ravikant qui est extraordinaire. Il y a Atomic Habits de James Clear qui est juste magique. Il y a dans un autre genre le Grant Cardone, 10X, qui est cool aussi. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah ouais, ouais, il y a Deep Work que je vais commencer, puis d'autres que je me suis procuré. J'ai une malle pleine de livres là, avec des signets à tout. Voilà, je lis 15 livres à la fois pour l'instant, donc j'avance dans chacun d'entre eux. Mais donc ça, c'est vraiment quelque chose de très nourrissant parce qu'on se baigne dans des énergies, on se baigne dans des idées et ça nous influence en fait consciemment et inconsciemment. Donc c'est vraiment voilà, prendre un bain de lecture. Ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide à nouveau. Et également étudier le mysticisme parce que c'est un sujet que j'adore. Parce que quand j'ouvre un ouvrage, là je suis dans la science sacrée de Sri Yukteswar. Ben juste c'est du miel, j'adore. J'ai fini un livre de Kodo Sawaki qui était le sensei de Taizen Deshimaru, qui est un maître zen japonais qui est venu en France pour transmettre le zen en Europe occidentale. Et notamment quand il venait en Belgique, ma grand-mère faisait traductrice simultanée, parce que lui parlait pas
français, ou alors parlait pas néerlandais, peut-être, c'est possible, je sais plus. En fait, en tout cas, elle faisait une traduction entre ce qu'il disait et du français, du néerlandais, peut-être les deux. Et donc j'ai rencontré Tyson Deshimaru, entre guillemets, pas dans le réel monde, je l'ai jamais vu dans le monde, mais à travers ma grand-mère qui m'en a parlé. Et pour la petite histoire, au moment de mon accouchement, enfin l'accouchement de ma mère, mais au moment où voilà, où c'était le moment pour moi de sortir, ça a été très très compliqué. On a failli y rester plusieurs fois, ma maman et moi. Et ma grand-mère à distance a senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, elle s'est mise en zazen. Je sais pas si ça a eu un impact, mais j'ai comme une sorte de résonance et de filiation et avec ma grand-mère et avec le zen depuis toujours. Et donc voilà, quand j'ai lu le livre de Kodo Sawaki, c'était juste waouh, du miel. Donc c'est vrai que j'ai une familiarité avec les ouvrages qui sont de la lignée du Kriya Yoga. Donc Serge m'a transmis la pratique du Kriya Yoga, mais m'a aussi quelque part sensibilisé à sa lignée, à ses enseignants, les enseignants de ses enseignants, etc. Et ouais, j'ai plein de livres de toutes ces personnes-là qui sont juste waouh, notamment Yogananda qui a écrit Autobiographie d'un yogi, qui est un livre très très connu. Et puis, ouais, j'adore ça. Ça m'inspire beaucoup aussi d'étudier le mysticisme. Alors, ouais, j'ai vraiment, vraiment ces résonances avec le zen bouddhiste, avec la lignée du Kriya Yoga. J'ai très longtemps aussi été très en amour, et je le suis toujours, mais je lis moins pour l'instant, avec les évangiles, avec tout ce qui est vraiment du monde christique, qui soit les évangiles, qui soient canoniques ou apocryphes. Hein, pour moi, tout ça est super. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Parce que oui, mon approche où je propose à des entrepreneurs de grandir en conscience et en résultat, et en conscience et en résultat, ça vient de quelque part, ça vient du fait que pour ma part, eh bien, ce sont les deux lignes que j'ai à cœur de tisser ensemble. Parce que je pense que quand on développe un business et qu'il n'y a pas assez de conscience à l'intérieur, ça provoque des effets toxiques pour les autres ou pour nous-mêmes ou les deux. Et je pense aussi que quand on grandit en conscience sans faire grandir son autre jambe, la jambe de comment je touche le sol, comment je m'exprime sur ce sol, comment je partage la vie de ceux qui sont là, comment je contribue, on crée aussi une forme de déséquilibre quelque part. Et ce que je recherche, moi, c'est à marcher en équilibre tout le long de ma vie, jusqu'à ce que peut-être un jour quelque chose intervienne et fasse disparaître l'illusion que j'ai d'être moi. Mais jusque-là, jusqu'à ce qu'arrive peut-être cette chose qui est nommée éveil, j'essaie au moins de marcher sur le sol en étant le plus équilibré possible, en étant le moins toxique possible, et j'échoue lamentablement assez souvent. Soyons très clairs là-dessus. Et dernier point, le 11e, c'est ce que j'ai vraiment posé à ce moment-là, c'est le besoin clair et précis et décomplexé et reconnu d'argent. À ce moment-là, j'avais plus le droit, c'était une question de survie, j'avais plus le droit de laisser mes idées sur l'argent, mes croyances sur l'argent venir se mettre en travers de ma route à j'en ai besoin là. Je pense que si par exemple la vie d'un de nos enfants dépendait de trouver, je sais pas, 10 000 euros en 24 heures, ou 100 000 euros en 24 heures, ou 1 million en 24 heures, on serait capable de déployer des trésors de créativité, d'aller au-delà de plein de choses que l'on ne ferait pas. Donc ça veut dire que l'argent, il est déjà là, il est probablement juste en dehors de notre zone de conscience ou de notre zone de confort. Mais là, j'avais un besoin clair d'argent, je savais combien je visais. Je visais x3. Et j'étais tellement au clair sur le fait de faire x3 sur mon chiffre d'affaires, parce que j'avais identifié que c'était ça qui était nécessaire pour survivre, que l'année suivante et l'année d'après, j'ai fait encore x3, parce que j'étais sur cette métrique de x3. Je visais faire x3. Je visais pas un chiffre, je visais une amplification avec une certaine forme de rapidité. Mais j'avais un rapport décomplexé. J'avais un besoin où je disais, ok, je sais que j'en ai besoin, point. Je vais le faire d'une manière qui est respectueuse, en respectant mes valeurs, en le faisant de la plus belle des manières, mais je vais le faire. Et s'il y a des imperfections, eh bien je les rectifierai, je les équilibrerai, je m'excuserai, etc. Mais je vais le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'atteindre ce premier palier. Et aujourd'hui, je vois ça aussi, je suis en train de t'en parler et je suis en train de prendre conscience à quel point là, cette chose-là est un point sur lequel je pourrais travailler plus en profondeur que je ne l'ai fait jusqu'à présent, et aller chercher quelque chose d'encore plus clair, encore plus décomplexé, encore plus reconnu
par rapport à l'argent que je cherche à générer et pourquoi je cherche à le générer. Donc voilà, je me dis, tiens, en fait, ce qui m'éclaterait, c'est pas tellement de viser une somme d'argent, c'est de viser de faire x3. C'est plus une amplification qui me fait vibrer. Ça me parle, ça. C'est ouf, ça me parle. Tu vois, c'est fou, hein, comme parfois changer un curseur, ça change tout. Là, je sens toute mon énergie, elle se mobilise. Là, j'ai envie. Là, tu me dirais, voilà, j'ai envie de faire le million, je m'en fous le million. Mais faire x2 sur mon chiffre d'affaires de ma meilleure année, waouh. Faire x2 sur mon business aujourd'hui, waouh. J'ai envie d'aller découvrir c'est quoi mon business x2. Et puis, c'est quoi mon business x3. Et puis, c'est quoi mon business x10. J'ai envie d'aller découvrir ça. Donc, c'est ouf. Ouais, c'est ouf. J'ai fait une percée là. Il est utile ce podcast. Je sais pas s'il est utile pour toi, mais il est utile pour moi. Voilà, en tout cas, c'était Destination 64. Je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Je te retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode dans lequel je continuerai de te partager sans censure ni tabou tout ce que j'apprends, tout ce que je comprends, tout ce que je mets en place pour réaliser cet objectif qui est le plus ambitieux de ma carrière, réunir 64 personnes dans ce club privé, ce mastermind, le cercle stellaire, et créer une synergie folle d'entrepreneurs qui aujourd'hui sont à mes yeux bien trop discrets et seront demain visibles aux yeux de tous, dans la pleine expression de qui ils sont, dans la pleine offrande de qui ils sont, et dans cette réjouissance de pouvoir se dire « Hey, là maintenant, je joue ma partie au bon endroit, de la bonne manière. » Salut les amis, à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Merci à vous. Ciao.